Bienvenue dans Passé Présent, l'émission d'histoire de TV Liberté, l'émission présentée par Philippe Conrad. Comme d'habitude, 3 sujets fort différents. Oui, Catherine, tout d'abord, en fonction de l'actualité dramatique que l'on sait en Irak, nous évoquerons le chiisme, qui est une branche de l'islam assez mal connue, mais qui réapparaît constamment au premier plan depuis quelques années, du fait de l'affrontement entre sunnites et chiites au Proche-Orient. Et puis, dans une deuxième partie, pour notre rubrique La petite histoire dans la grande histoire, Catherine évoquera pour nous le siège de Paris de 1870. Enfin, pour ce qui concerne notre invité, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le général Dari, ancien gouverneur militaire de Paris, avec qui nous parlerons d'histoire et en particulier nous reviendrons sur l'épisode du printemps 78 quand le 2e régiment étranger de parachutistes est intervenu à Kolwezi pour y sauver des otages européens. Alors tout d'abord le chiisme. Il est apparu un petit peu aux premières loges de l'actualité dès 1979 avec la victoire en Iran de l'ayatollah Khomeini. Il s'agissait d'une branche de l'islam très mal connue. On voit bien notamment comment les services américains n'avaient pas vraiment du tout évalué ce dont il s'agissait pour anticiper sur la victoire de l'ayatollah au moment de la chute du Shah d'Iran. Ensuite, nous connaissons les développements actuels en Irak, plongé de fait dans la guerre civile entre le gouvernement chiite de Bagdad et puis l'opposition sunnite. Oui, mais justement, personne n'y comprend rien. C'est très bien que vous nous éclairiez. Nous savons également ce qu'il en est au Liban avec le Hezbollah qui est devenu un acteur essentiel depuis une trentaine d'années maintenant, alors que les chiites avaient de fait quasiment disparu du paysage dans cette région. Les événements de Bahreïn, les menaces qui pèsent sur les régions chiites d'Arabie Saoudite le long du Golfe Persique, qui sont les régions pétrolières en plus, le rôle des Alaouites en Syrie, c'est-à-dire la minorité qui dirige le pays dans les circonstances que l'on sait, la présence des Alévis en Turquie, les affrontements également au Pakistan entre sunnites et chiites, tout cela occupe constamment le premier plan de l'actualité maintenant depuis des années. Donc il est sans doute utile de présenter ce qu'est le chiisme. Alors d'abord, combien sont-ils et où les trouve-t-on, ces chiites ? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais également tordre le cou à quelques idées reçues concernant le chiisme. Pendant longtemps, on a assimilé le terrorisme islamiste dans la foulée de la révolution iranienne au chiisme. Or, il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est davantage dans l'espace sunnite, notamment celui qui est influencé par le wahhabisme des Saoudiens, que se situe ce terrorisme islamique qui peut représenter un danger aujourd'hui pour nous. Deuxième idée reçue, c'est d'identifier le chiisme à l'Iran, à l'ancienne Perse. Alors c'est vrai, c'est la religion d'État dans ce pays depuis le XVIe siècle, mais les origines du chiisme sont tout à fait arabes, et notamment dans la région mésopotamienne irakienne. Également, une autre idée reçue, les chiites seraient un petit peu les laissés pour compte, les pauvres, les marginaux en islam, en quelque sorte constamment dominés, condamnés à l'échec. Et bien non, il y a eu des périodes au cours de l'histoire de l'islam, même si on accepte l'Iran, où les chiites se retrouvent en position de force. On a même parlé d'un 10e siècle chiite à l'époque du califat fatimide d'Égypte. Autre idée reçue, il correspondrait à une dimension plus spirituelle de l'islam. C'est en partie vrai, ça a été notamment mise en lumière par le grand islamologue français qui était Henri Corbin, mais il faut bien voir aussi que dans l'espace sunnite, vous avez des tendances tout à fait comparables, tout ce que l'on appelle le soufisme, c'est-à-dire la mystique dans l'espace musulman, ça relève de l'espace sunnite. Donc une minorité musulmane mal connue, à propos de laquelle circulent ainsi un certain nombre d'idées reçues qu'il est nécessaire de contester.
contester et de clarifier. Oui, alors je vous demandais combien sont-ils et où les trouve-t-on majoritairement? Ils sont maintenant environ 100 millions à la louche, 100 millions de musulmans. Ils représentent en gros 10% de la population musulmane, d'un peu plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui dans le monde, mais ils sont concentrés géographiquement dans un certain nombre de régions. Ils sont en fait pratiquement complètement absents d'Afrique du Nord, puisque c'est une région qui nous intéresse, nous, directement, du fait d'une histoire commune passée. On va les trouver essentiellement en Iran, bien sûr, en Iran, où ils vont représenter de très loin la majorité de la population, plus de 80% de la population. On va les trouver en Irak, où ils sont aussi la majorité de la population. Il en va de même à Bahreïn, même si... En Irak, c'est dans tout l'Irak où ils sont en majorité, ou plutôt dans les provinces dans le sud du pays, dans le sud du pays, entre Bagdad et le Golfe Persique. Un peu l'ouest, peut-être? Non, l'ouest, justement, c'est le domaine des tribus sunnites, et le nord, c'est le pays kurde, là, qui est tout à fait différent. Il faut ajouter à cela la présence de la minorité alaouite en Syrie, la présence des Druzes entre la Syrie, le Liban, une petite partie d'Israël même. Les Druzes sont donc chiites? Sont d'origine chiite. Ceux qui nous ont fait tellement d'ennuis dans les années 20. Oui, enfin, on peut inverser les rôles aussi. Oui, on leur a fait aussi qui sommes allés nous installer au Levant français. Ça a suscité évidemment leur réaction. Il faudrait ajouter à cela la population chiite, je ne sais si je l'ai signalé, de Bahreïn, qui est majoritaire, mais avec un État, en revanche, avec un État sunnite. Il y a une minorité importante au Koweït, à peu près le quart de la population. C'est la même chose au Qatar. Il y a une minorité importante au Pakistan, qui est de l'ordre de 15% de la population environ. Donc ils sont répartis surtout sur ces régions du Proche et du Moyen-Orient, dans l'espace musulman. En Inde également, ils sont présents. Ils représentent à peu près 15% des 120 millions de musulmans indiens. En revanche, ils vont être, je le disais, absents d'Afrique du Nord, quasiment absents de l'islam noir soudanais, absents de l'islam indonésien. L'Indonésie qui est le premier pays musulman du monde en termes démographiques. J'oubliais le Liban, où ils représentent un tiers de la population, et on sait quel est leur poids politique aujourd'hui à travers l'action du Hezbollah. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, les caractéristiques, d'abord, il y a un tronc commun avec les sunnites, il y a un tronc commun musulman. Si on part de Mohammed. Voilà, l'unité de Dieu, bien sûr, n'est pas en cause, le caractère sacré du Coran, le rôle attribué aux prophètes, les 5 fameux piliers de la foi musulmane, que l'on connaît, l'aumône, le pèlerinage, la profession de foi, et j'en passe, le jeûne du Ramadan, par exemple. Il faudrait ajouter aussi le djihad, qui fait pas partie de ces 5 obligations, mais qui en est pratiquement une sixième. Voilà. Ce qui va les distinguer, quand même, des sunnites, c'est une plus grande tendance vers une interprétation rationnelle de la foi, ce qui correspond à ce qu'on appelle le motazilisme dans l'ensemble de l'islam. Et puis, ils ont des sources, en quelque sorte, à leur foi qui sont différentes, puisque les musulmans se réfèrent à Mohammed, le prophète. Or, les chiites se réfèrent aux 14 traits purs, c'est-à-dire à Mahomet, certes, à sa fille Fatima, et ensuite au gendre de Mahomet, Ali, et ensuite à la descendance des imams qui suivent. C'est-à-dire qu'il va y avoir derrière, alors selon les tendances chiites, il y en a 5, il y en a 7, il y en a 12. Le chiisme le plus répandu aujourd'hui, c'est le chiisme duodécimain, donc qui reconnaît l'existence de 12 imams au cours de l'histoire. Et ils ne sont pas d'accord entre eux? Non, ils sont... Sérieusement Oui, tout à fait. Les sources de la foi, de la croyance ne sont pas exactement les mêmes, parce que les chiites attendent le retour d'un imam caché, qui s'est occulté au 9e siècle, nous y reviendrons, et ils ne sont pas d'accord sur l'identité de cet imam. C'est-à-dire que les zaïdites du Yémen, par exemple, c'était au niveau du 5e imam que celui-ci a disparu. Les septimains ou ismaéliens, qui sont à l'origine notamment de tout le courant qui reconnaît l'Aga Khan comme son leader, là c'est au niveau du 7e imam. Et puis les Iraniens, par exemple, c'est le chiisme
plus répandu, eux, ce sont des chiites duodécimains. C'est le 12e imam qui a disparu au Xe siècle, qui s'est occulté, mais qui reste vivant, qui reste présent et dont on attend le retour dans les représentations collectives. C'est un élément important, ça. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé avec le retour de l'ayatollah Khomeini. Incontestablement, tout cet imaginaire-là a fonctionné pour que l'on puisse comprendre, interpréter, si vous voulez, ce phénomène-là. Sinon, d'autres points qui les distinguent des sunnites, une situation nettement plus favorable faite aux femmes. Il faut quand même rappeler que dans l'Iran d'aujourd'hui, il y a davantage d'étudiantes que d'étudiants. Ce n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, oui. par exemple. Ce sont des gens qui construisent des mausolées également pour leurs saints, ou en l'honneur des imams. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le domaine sunnite. Quand ils le peuvent, les wahhabites s'empressent de détruire d'ailleurs les mausolées chiites. Ils l'ont fait à Médine au XIXe siècle, ils l'ont même fait à Nadjaf sur ce qu'allait devenir le territoire de l'Irak. C'est la place également accordée à la mort et aux martyrs. C'est très important parce que tous les imams chiites sont morts de mort violente, selon la tradition. Hussein, le fils d'Ali, a été assassiné. Ali lui-même, le gendre du prophète, l'a été. Et ensuite, tous leurs descendants ont été empoisonnés. Il leur est arrivé les pires misères du fait de leurs adversaires sunnites. Donc il y a tout un culte du martyr qui est très important, qui s'exprime de manière très spectaculaire. Tout le monde connaît les images des fêtes de l'Ashura, où on voit les hommes se fouetter. Voilà. Et puis il y a tout un rapport à la mort tout à fait particulier qui a joué aussi pendant la guerre Iran-Irak, où on a vu l'Iran consentir des pertes humaines absolument colossales. Oui, on leur offrait une clé en plastique qui était la clé du paradis. C'était tout à fait, c'est quelque chose qui nous paraissait à nous tout à fait insolite, voire tout à fait extravagant, mais c'est un rapport à la mort particulier, ce qui veut dire que le mélange de l'attente du Mahdi, de l'attente messianique, du retour de l'imam caché, et puis cette exaltation du martyr, ça peut faire un cocktail explosif. Et au cours de l'histoire musulmane, pendant longtemps, le monde chiite est apparu effectivement dominé, marginalisé. C'était vrai notamment en Irak, c'était vrai au Liban, et en fonction des circonstances, on peut avoir des réveils qui peuvent se révéler tout à fait explosifs, ce qui n'est pas indifférent évidemment pour nous. Autre caractéristique aussi, c'est la pratique des pèlerinages, le pèlerinage à la Mecque bien sûr, le Hajj, mais aussi des pèlerinages en direction des mausolées des grands saints chiites, des grands imams chiites, à Karbala, à Nadjaf en Irak, à Meshed ou à Qom en Iran. Alors, donc voilà en gros quelques caractéristiques principales. Et alors, quelles sont les grandes étapes de leur histoire? Tout commence avec la succession du prophète. Mohammed va mourir en 632. Il semblerait qu'il ait désigné son gendre Ali pour lui succéder, mais celui-ci était jeune à l'époque, il a une trentaine d'années, le mari de Fatima, donc la fille du prophète, une des filles du prophète, et du coup, c'est plutôt le beau-père du prophète, Abu Bakr, qui va succéder, puis ensuite deux autres califes, Omar et Othman, et c'est simplement en quatrième position que Ali va devenir calife. Bon. Mais le calife, c'est un commandeur des croyants, à la fois chef de guerre et chef spirituel. Dans le cas d'Ali, c'est la dimension spirituelle qui semble l'emporter, mais concrètement, il va se retrouver confronté à un certain nombre de contestations, de révoltes. Une épouse du prophète, la deuxième épouse du prophète Aïcha, va se dresser contre lui. Il y a des compagnons syriens du prophète, ce qu'on appellera les Omeyyades, qui vont se dresser contre lui. Ça se terminera mal, il sera assassiné au bout de 5 ans de califat, Ali. Et derrière, les Omeyyades qui ont installé leur capitale à Damas, qui en ont fait le centre de gravité de la toute jeune puissance musulmane, les Omeyyades vont se tourner contre les descendants d'Ali. Le fils aîné Hassan va se tenir tranquille, il va renoncer à toute ambition politique, pourrait-on dire. Donc il ne se fait pas assassiner, voilà, il se fait pas assassiner. En revanche, Hussein, le deuxième fils, lui, il tombe dans une embuscade à Kerbala, justement,
et il va être tué au cours de cette affaire. Et ça, c'est un moment fondateur essentiel dans la foi chiite, c'est le sacrifice du Hussein, c'est ce qui est fêté lors des fêtes de l'Achoura que j'évoquais. Avec les flagellations. Voilà, que j'évoquais il y a un instant. Alors l'histoire du chiisme ensuite va être une histoire constamment malheureuse, parce que tous les imams qui vont succéder à Hussein, donc si on prend le chiisme duodécimain, il y en aura 12, eh bien tous vont mourir de mort violente. Oui, c'était un métier à risque. Se faire assassiner, empoisonner. À un moment donné, on a pensé, si vous voulez, en 750, au milieu du 8e siècle, que les chiites contribuant au renversement des Omeyyades de Damas, les nouveaux maîtres de l'islam, les Abbassides, qui allaient installer leur capitale à Bagdad, on pouvait penser qu'ils allaient s'allier avec ces gens-là. Mais non. Ils sont fâchés voilà, avec tout le monde. Les imams se font liquider les uns après les autres parce qu'ils inquiètent ceux qui sont les détenteurs du pouvoir politique par la séduction de type religieux qu'ils peuvent exercer évidemment sur les populations. L'histoire du chiisme a donc été une histoire malheureuse pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles. Ce seront des révoltes à répétition, ce sera la disparition violente des imams successifs jusqu'en 874. Là, on va avoir ce qu'on appelle l'occultation de l'imam, c'est-à-dire que le 12e imam va disparaître. Alors on admet qu'il est toujours là. Voilà, qu'il est toujours là, qu'il est toujours vivant, qu'il doit revenir fatalement un jour, mais on a là une rupture évidemment très très importante avec derrière toute une vision messianique, apocalyptique. Donc il l'attend toujours. Voilà, bien entendu. C'est une religion de type messianique. Est-ce qu'on peut parler de secte ? C'est trop important. Non, le chiisme, proprement dit, on ne peut pas parler de secte parce que ça mobilise quand même beaucoup de monde, ça rassemble beaucoup de monde. En revanche, certaines dérives du chiisme, oui, on peut parler de secte. Si vous voulez, là, vous avez par exemple les Alaouites, les Alévis, les Druzes, par exemple, les Haïdites du Yémen. Ça a davantage une dimension sectaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un imam ou un de ses proches qui, à un moment donné, se sépare, je dirais, de la continuité des imams et puis va créer son affaire à lui, va donner à tout cela une base géographique et constituer une communauté qui va durer au fil du temps, tel qu'on peut encore les rencontrer encore aujourd'hui au Proche-Orient. Au Yémen, par exemple, les Haïdites sont restés au pouvoir jusqu'en 1962. Vous vous souvenez peut-être de ça, c'est l'imam Badr qui était au pouvoir et c'est une déstabilisation, un coup d'État en quelque sorte concocté par Nasser qui a abouti à son renversement dans le contexte où les nationalistes arabes évidemment voulaient se débarrasser de tout ce passé. Et tout le monde pensait en Occident d'ailleurs que tout ce passé d'ailleurs avait plus ou moins vocation, non pas à disparaître complètement, mais vocation à une espèce de modernisation, de laïcisation. Ce qui avait le vent en poupe à l'époque, c'était le nationalisme arabe, du Baas syrien ou irakien, du nasserisme évidemment. Mais on a eu effectivement, à partir de la fin des années 70, ça a été une grosse surprise en Occident, on s'y attendait pas du tout en fait. On a eu ce retour de flamme, ce réveil islamique qui n'a fait que s'amplifier depuis, contrairement au schéma, aux projections qui étaient dominantes jusque-là. Alors, on ne va pas raconter en détail toute l'histoire du chiisme. Dans les grandes étapes, un point intéressant, c'est qu'au Xe siècle, vous avez un chef chiite qui, lui, se trouvait en Afrique du Nord, qui était en lutte contre les Aghlabides qui gouvernaient la Tunisie. Il va prendre le pouvoir en Tunisie. Et de là, eh bien, ses fidèles vont aller conquérir l'Égypte. Et c'est là qu'on va voir s'établir au Xe siècle le califat fatimide d'Égypte, du nom de Fatima, donc la fille du prophète, l'épouse d'Ali, le premier grand imam chiite. Et pendant un peu plus d'un siècle, eh bien, cet État fatimide va être l'un des trois califats de l'islam de l'époque. Il y avait le califat abbasside à Bagdad, il y avait le califat omeyyade qui s'était survécu à Cordoue, dans l'Espagne du Sud, et il y avait ce califat fatimide d'Égypte qui gouvernait d'ailleurs, qui contrôlait le sud de la
la Syrie, la Palestine, une partie des côtes de la mer Rouge, un État donc tout à fait puissant qui va disparaître ensuite. Hein. Ce sont les Ayyoubides qui prendront le relais, avec notamment le fameux Saladin que nous connaissons bien pour avoir été l'adversaire des croisés. À l'époque également, dans ce même siècle, vous aviez à Bagdad, chez les Abbassides, des conseillers, des vizirs qui étaient de culture chiite et qui disposaient d'une influence considérable. Il y a eu une époque de l'islam où le chiisme a représenté une force tout à fait considérable. Ce qui va un petit peu compromettre tout cela, c'est l'irruption dans le monde du Proche-Orient, à la fois des Turcs. Ils arrivent à la fin du XIe siècle, ils bousculent l'Empire byzantin, etc. Puis d'autre côté, l'arrivée des croisés, qui vont créer les États latins de Terre Sainte. Hein. Et ça va compromettre cette puissance chiite, cet âge d'or, entre guillemets, ou ce siècle du chiisme, selon l'expression de Claude Cahun, qui en était le grand spécialiste. Hein. Et de fait, en même temps que les imams se sont occultés, le chiisme, dans une large mesure, va s'occulter un peu partout dans le monde arabo-musulman, dans cette région du Proche-Orient, en Irak, en Égypte, où il va disparaître complètement, dans les régions de Syrie, du Liban, etc. Et en revanche, il va y avoir une réussite historique formidable. Ça va être évidemment la prise de pouvoir au début du XVIe siècle en Iran, par la dynastie qu'on va appeler la dynastie safavide, et qui va installer le chiisme comme religion d'État. Alors, en gros, si vous voulez, c'est ça, dans l'histoire, le moment fort de l'histoire du chiisme, c'est de voir basculer l'Iran, qui est ce vieil empire, on peut parler d'une nation à proprement parler au sens occidental, mais cet espace de puissance, de culture, d'influence, qui bascule dans le domaine du chiisme. Parce que, au bout du compte, que va-t-il rester, si vous voulez, aujourd'hui du chiisme? Il y a eu cette époque fatimide tout à fait magnifique, dont je parlais tout à l'heure, pour les chiites. Il y a eu cette secte très curieuse autour de laquelle nos romantiques ont beaucoup fantasmé, la secte des assassins, qui étaient des chiites ismaéliens, qui entre le XIe et le XIIIe siècle ont beaucoup fait parler d'eux, en assassinant un certain nombre de ministres, etc. Oui. C'était les nizarites en fait. Et seulement ça a un côté, si vous voulez, relativement anecdotique, encore qu'ils ont inventé à certains égards le modèle du terrorisme moderne, avec des bases arrières quasiment imprenables dans leur réseau de forteresses de montagne, avec un secret absolument gardé, avec des assassinats ciblés de ce qu'on pourrait appeler l'establishment sunnite ou croisé de l'époque. Et puis, enfin, il y a eu cette prise de pouvoir en Iran. Ça, c'est évidemment déterminant, parce qu'il y a la réunion entre une foi puissante, on l'a vu avec les capacités de mobilisation qui sont exprimées lors de la prise de pouvoir de l'ayatollah Khomeini, une foi puissante d'un côté, et puis un poids, un ensemble, un espace qui correspond à une puissance historique, géopolitique, inscrite dans la durée, qui certes a connu bien des mésaventures et qui était complètement éclipsée à l'époque, évidemment, où l'Europe faisait la loi dans l'ensemble du monde, mais dont on voit qu'elle retrouve aujourd'hui un dynamisme et une puissance tout à fait significatifs. Donc l'histoire est à suivre, et en particulier en Irak. Merci Philippe. On y voit un petit peu plus clair. Nous nous retrouverons après une petite pause. Moi, je voudrais vous parler du siège de Paris en 1870. Alors, pas vraiment de la partie militaire. On sait que Paris était entouré de fortifications. On sait que les Prussiens entouraient Paris, qu'ils étaient à Versailles, qu'ils étaient sur les hauteurs de petites communes comme Chanteloup, etc. Mais je veux vous parler vraiment du sentiment des Parisiens à partir du 20 septembre 1870. Eh bien, dans un premier temps, c'est l'euphorie. On peut dire que les Parisiens se sentent bien. Ils sont remontés, ils ont une impression d'être absolument à l'abri de tout, que le Prussien va se démoraliser et partir. Et on peut dire qu'ils vont faire des bêtises au niveau alimentaire en particulier, parce que c'est quand même un vrai siège. Et il y a des banquets sans arrêt. On emploiera même l'expression un dîner de siège, c'est-à-dire un dîner où on mange particulièrement bien, où on boit très bien. Alors ça, on n'a jamais manqué de vin et de liqueur pendant le siège de Paris. Par contre, la nourriture, ça sera autre chose. Donc beaucoup de bêtises pendant au moins 2 semaines
ennemi. Et les Français portent beau, les Parisiens portent beau, et pourtant il n'y a pas de quoi quand même pavoiser, hein. La situation n'est pas si bonne que ça. Paris est vraiment encerclé. Alors Victor Hugo est arrivé tout de suite, hein, il est revenu de Belgique. Alors Victor Hugo, on connaît Victor Hugo, il est lyrique, il tient enfin à sa revanche sur l'Empire, et il écrit que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu, tocsin, que dans chaque maison il y ait un soldat, que le faubourg devienne un régiment, que la nation se fasse armée. Les Prussiens sont 800 000, vous êtes 40 millions. Et il parlera de Paris, ville héroïque. Or, au point de vue militaire, ça se discute. C'est pas au général Darry que j'apprendrai ça. C'est que les troupes qui sont à l'intérieur de Paris ne sont pas toutes d'une qualité exceptionnelle. Il y a en particulier les mobelots qui sont là, on se demande un peu pourquoi, et qui vont pas faire des merveilles. Par contre, ils boivent bien, ils occupent les maisons vides, ils créent des désordres. Enfin, ils sont pas des troupes d'élite du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser les ressources de Paris au mieux, c'est-à-dire qu'on va couper les arbres dans les parcs, on installe des moutons au Luxembourg, Paris s'organise comme ça. Et ce qui va manquer assez vite, c'est la viande. Après les agapes du début du siège, on a le journal d'Edmond de Goncourt qui est une mauvaise langue absolue, mais qui est très intéressant parce que lui, il a un regard vraiment très, très froid, très caustique sur ce qui se passe, et il dit dès le mois d'octobre, je sens que la viande de cheval va envahir nos menus. Si c'était que le cheval, c'est que petit à petit, il n'y aura plus de viande, alors qu'il reste quand même du pain pratiquement jusqu'au bout. Les boulangeries s'en sortent plus ou moins. Et puis, il y a des rumeurs. Donc, au début, les Parisiens ne se font pas trop de soucis. On pense qu'il y a un souterrain secret que les Prussiens ne connaissent pas, par lequel rentrent toutes les nuits des milliers de bovins dans la capitale. En fait, non, c'est faux. Donc la viande va se faire rare, et tout le monde sait que finalement on finira par manger les chats, qu'on appelle lapins de gouttière. Puis les chiens, ça, ils ont plus de mal, mais finalement ils sont obligés de s'y résoudre. Et il y a quelques textes disant « Oh, hier j'ai mangé une tranche d'épagnole, c'était délicieux, on dirait du poulet. » Enfin bon, il y a le marché aux rats pour les plus pauvres. Puis même les rats, ça va devenir très très cher. Et tous les caricaturistes vont montrer la chasse aux rats dans les rues de Paris. Et finalement, il y aura les zoos, donc le jardin d'acclimatation qui va... les pauvres bêtes, là, vont beaucoup souffrir. Un zèbre... Alors, on a des états très, très précis. Le prix de vente de chaque animal, à quelle boucherie il a été vendu. Par exemple, le zèbre a été vendu 350 francs, mais le couple d'éléphants va atteindre 27 000 francs. Hein. Il y aura aussi les girafes, il y aura puis des animaux un peu moins emblématiques, mais tout ça va partir dans les boucheries. Même le boa. Même le boa. On mange absolument tout. Alors, qu'est-ce qui se passe sinon? Comment communiquer? Bien sûr, il y a les ballons. Tout le monde connaît Gambetta qui va partir en ballon. Et les ballons, ça sert pour le courrier aussi. Et ils vont inventer une technique très intéressante qui est une sorte de microfilm. En fait, les Français écrivent des dépêches qui sont d'une certaine façon photographiées sur des films celluloïdes qui sont roulés de façon très très fine. Et puis, à l'autre bout, on utilise un mégascope pour agrandir les dépêches. Donc, un seul ballon peut transporter 24 000 dépêches. On va aussi utiliser les boules de moulin, vous savez, des boules de fer qu'on jette dans la Seine. Ça sera un échec. Pratiquement aucune n'arrivera. Elles se prendront dans des filets. On en a trouvé encore dans les années 1980, de ces boules de moulin. On va surtout utiliser les pigeons, qui devient l'animal sacré. Alors les pigeons, il y en a beaucoup, il n'est pas question de manger les pigeons, hein, pas de pigeons au petit pois. Par contre, les Prussiens qui ont compris que les messages passaient par les pigeons apportent des faucons qu'ils dressent à attraper les pigeons.
Plein d'anecdotes sur ce fameux siège. Alors les femmes au début on a l'impression qu'elles ne sont pas trop concernées, juste trouver de la viande, et puis elles se réveillent et il va y avoir un projet un peu fou qu'on va appeler les Amazones de la Seine, avec un costume absolument surréaliste. Alors elles sont en pantalon avec un képi, elles ont un fusil mais léger, parce que ce sont des femmes, on prend plutôt des jolies femmes, et en fait ça ne va jamais aboutir vraiment, et c'est plutôt les journalistes qui vont faire des gorges chaudes en disant ça sera formidable quand les Prussiens, ces grosses brutes épaisses au front bas, seront arrêtés et faits prisonniers par des escouades de jolies parisiennes. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Alors il y en a un qui perd pas le nord, c'est un certain monsieur dans le 19e arrondissement qui fabrique des faux casques prussiens et qui les vend comme souvenir avec même un petit peu de sang dessus. Donc les gens achètent un casque en disant oh, j'ai tué un Prussien sur les fortifications et j'ai rapporté son casque. Il fait même des fausses lettres en allemand, soi-disant trouvées sur des cadavres. Bon, on va découvrir le poteau rose, donc faux casques, on doit en trouver encore chez les brocanteurs de ces casques-là. C'est une période un petit peu moins agréable. Il va y avoir, Dieu seul sait pourquoi, une vague d'anticléricalisme. Tout d'un coup, on bouffe du curé à tous les repas, si j'ose dire, et par exemple, on veut changer le nom des rues. Le boulevard Voltaire date de cette époque-là. On veut que la République toute neuve, qui date du 4 septembre, soit totalement anticléricale. On a aussi une haine de l'anglais presque aussi forte que celle du prussien. Et puis, bon, les semaines passent. Au moment du 1er janvier, ça se gâte vraiment. Il fait un froid glacial. Là, il y a vraiment une pénurie de bois, de chauffage. On a coupé tous les arbres. Il n'y a plus d'arbres. On brûle les bancs publics, on brûle les poteaux. On ne sait plus quoi faire pour se réchauffer. Il fait -12. Quand on n'a pas beaucoup mangé, c'est vraiment dur. Et puis, il y a des bombardements qui vont faire des morts civiles. On a, par exemple, une annonce poignante, monsieur et madame Jules Legendre ont la douleur de vous annoncer la mort de leurs 2 filles. Alors, je ne sais plus le prénom, Clémence, je crois, 8 ans, et sa petite sœur de 4 ans, tuée par un obus prussien. 4 petits garçons aussi qui étaient dans une école religieuse rue de Vaugirard vont être tués pendant la nuit dans leur dortoir par un obus prussien. Alors, le général Trochu, qui parlait quand même à Moltke, le général prussien, va dire quand même bombarder les écoles, bombarder les civils, c'est immonde. Et Moltke va le très goguenard en disant oui, parce qu'on est encore un petit peu loin, mais vous verrez quand on se rapprochera de Paris, là nos tirs seront beaucoup plus précis. Il n'y a pas de repentance à ce niveau-là. Et tout le monde sait comment ça se termine, c'est l'armistice. Paris est à la fois soulagé et ulcéré. Les Allemands, puisque ce sont maintenant des Allemands et non plus des Prussiens, occupent le 16e arrondissement. On s'est dit, il vaut mieux leur donner le 16e, c'est un beau quartier, plutôt que les quartiers populaires où il risque d'y avoir des manifestations. Alors les bourgeois du 16e simplement ferment leur volet au passage des Prussiens. Ils défilent sur les Champs-Élysées. Mais Paris est condamné à donner ces 200 canons qui ont été fondus pendant le siège. Ça passe pas. Et ça sera la Commune, mais ça, c'est une autre histoire. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le général Dary, ancien gouverneur militaire de Paris. Mais dans notre émission d'histoire, nous allons revenir avec lui sur un épisode, un fait d'armes tout à fait exceptionnel qui remonte maintenant à 36 ans, puisque au printemps 1978, dans des conditions plus qu'incertaines, eh bien, le 2e régiment étranger de parachutistes est intervenu en Afrique
à Kolwezi. À l'époque, on parlait du Zaïre et non plus de la République démocratique du Congo, pour sauver un certain nombre d'otages européens qui étaient détenus par des insurgés en lutte contre le pouvoir central de Kinshasa, alors détenu par le général Mobutu, le maréchal, Mobutu. Alors, général Dari, vous avez été un des acteurs de ce qu'il faut bien appeler un des grands exploits militaires du dernier demi-siècle, qui s'est déroulé dans des conditions difficiles et incertaines, mais avec un succès tout à fait exceptionnel. Donc, nous allons revenir avec vous sur cet épisode. D'abord, est-ce que vous pourriez brosser rapidement le tableau général de la situation en ce printemps 78, au moment où la France va finalement intervenir dans cette affaire zaïroise? Oui, absolument. Je crois qu'il faut quand même commencer par brosser le paysage politique. À l'époque, donc, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, est seul à prendre cette décision, mais les paysages politiques, c'est l'ère de Jimmy Carter, donc un repli des États-Unis sur leur territoire. Vous savez, les États-Unis ont toujours été à cheval entre l'interventionnisme extérieur et puis le repli sur eux-mêmes. Là, donc, ils sont en pleine phase de repli. Nous étions 3 ans après la fin de la guerre du Vietnam. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc, et puis, au contraire, un expansionnisme soviétique à l'époque, c'était l'Union soviétique, avec l'ère Brejnev, etc. Rappelez-vous, ce que disait Lénine, c'est que le chemin de l'Europe passe par l'Afrique. Et donc, à l'époque, l'Angola, le Mozambique étaient marxistes, par Cuba interposé. Donc, il y a quand même une très grande offensive soviétique qui était, en fin de compte, un contournement de l'antagonisme Est-Ouest qui avait lieu en Europe. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Donc la France, en fin de compte, quand le président de la République prend cette décision, elle est seule. Elle est seule. Alors, il y avait déjà eu une première crise l'année avant, en 1977. Le Chabat avait déjà été en partie envahi, mais de façon moins importante. Et la France avait aidé en envoyant uniquement des avions pour transporter des unités marocaines et je crois belges, je ne suis pas sûr, au moins des unités marocaines et zaïroises pour contrer cette avancée. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais en stage à Pau, à l'école des troupes aéroportées, donc jeune lieutenant affecté au 2e régiment étranger de parachutistes. Et au bout des 3/4 du stage, un jour on nous a dit maintenant le stage est terminé plus tôt que prévu parce que les avions ont été réquisitionnés pour partir au Zaïre. Voilà. Donc ça, c'était la première fois. Pourquoi ça se passait toujours à la même époque, c'est-à-dire avril-mai? Parce que c'est le début de la saison sèche, donc les routes deviennent, les pistes deviennent praticables, et donc les hommes qui venaient qui voulaient ça s'appelle les tigres, qui venaient du Mozambique, donc de l'Ouest, à ce moment-là, pouvaient emprunter les pistes et envahir le Chabat. Le Chabat, rappelons-le, était quand même un des fleurons, une des grosses richesses à l'époque du Zaïre. C'est pas la seule, parce que le Kivu, c'est un pays qui est fabuleusement riche, qui a un sous-sol qui est fabuleusement riche. Mais à l'époque, c'était à travers ces mines de cuivre, la Gécamine, un pays, un endroit, le Chabat, qui était extrêmement riche, donc convoité. Oui, c'était une véritable roue africaine que les Belges avaient mise en valeur tout au long de la colonisation. Oui, en plus des mines à ciel ouvert, donc on extrayait le cuivre à ciel ouvert avec à travers cette pierre dont on fait des bijoux, la malachite. Et qui avait déjà fait l'objet d'une crise majeure, puisque une semaine après la proclamation de l'indépendance du Congo belge, déjà il y avait eu une tentative de sécession katangaise, encouragée d'ailleurs par l'Union minière belge, mais qui était dirigée à l'époque, cette tentative de sécession, par un pro-occidental, on peut dire, qui était Moïse Tshombe, alors qu'à l'époque dont vous nous parlez maintenant, effectivement, c'est une tentative de dissidence, mais pro-soviétique. Oui, au moins autorisée ou permise par les soviétiques et les Cubains, encouragée par les soviétiques. Par les soviétiques. Voilà, donc là c'est le premier pari. Tout à l'heure j'évoquerai les 3 paris. Le premier pari, il est politique, c'est Giscard d'Estaing qui veut éviter une déstabilisation du cœur de l'Afrique. Et en plus, on avait quand même des liens assez proches, la Belgique et nous-mêmes, avec le Zaïre, qui décide d'intervenir. Voilà, donc, mais quand il intervient, il
faut bien voir que la France est seule, donc il y a quand même un pari politique. Oui, elle sera même critiquée par la presse belge, autant que je me souviens, dans un premier temps tout du moins. Oui, parce que les Belges, un peu, on vient sur leur précaré, ils un sont peu pas vexés, trop contents. oui, peut-être. Voilà. Ils arriveront avec nous. Et après puis, nous, il faut compter aussi à l'époque avec une opposition en interne, parce que je me souviens très bien de François Mitterrand condamnant cette expédition néocoloniale également. Bon, c'est partie de la guerre. Voilà, classique, partisane. Et Giscard avait répondu un peu sèchement que de toute façon, il n'allait pas réunir l'Assemblée nationale, qu'il fallait agir vite et dans le secret. On dit souvent, j'aime bien, la victoire a 100 mères, mais la défaite est orpheline. C'est vrai. Parce que, comme Louis Jouvet disait, le succès explique tout, mais ne justifie rien. Donc, une fois que l'opération était gagnée, on l'a su dans les 2-3 jours. Après, il devenait difficilement critiquable et il pouvait il montrait qu'il avait eu raison. Et puis il a sauvé des vies quand même. Plus, évident. Et quel a été, alors on a dit que le président Giscard d'Estaing, vous le savez peut-être, a été fortement encouragé, pour dire, par Alexandre de Maranche, le patron du SDEC, et par le général Lacaze, qui était à l'époque, je crois, le chef d'état-major des armées. Non. Il commandait la division para à l'époque, oui. Il était influencé, c'était balbutiant, c'était quand même la première opération armée, je ne dirais pas depuis la guerre d'Algérie, parce qu'on est intervenu au Tchad pendant 2-3 ans. Et puis mais c'était quand même vraiment très ponctuel. Oui, ça arrive. La France intervenait, mais sous le béret bleu au Liban depuis un an, depuis 1977. Donc c'était quand même une véritable opération de guerre, et c'est la première en tant que telle en Afrique. Donc, le SEMA était le général Méry, et donc là, c'est passé à huis clos, etc. Alors, moi, pour nous, est-ce que ça a influencé ou non? Parce qu'on a toujours, après, on arrière le côté en disant, mais le régiment, le deuxième rêve n'était pas d'alerte, etc. Et on a pris lui. C'est vrai que le fait que, comme c'est un pari. Au-delà du pari politique, c'est un pari stratégique. Le fait que ce soit des légionnaires, en cas d'échec, c'était moins dur à porter politiquement que des forces françaises. Alors, c'était une des raisons avancées. Parce que les anciens du 8e RPIMA, évidemment, ne se consolent pas, ayant été d'alerte, d'avoir raté cette aventure-là. Je suis mal passé pour le dire. C'est vrai qu'on était heureux d'y participer, et surtout que ça s'est très bien terminé. Je crois que c'est des chipolages internes aux armées. L'important, c'est que la décision a été prise et puis que le résultat. Alors, une autre raison, parce que c'était à l'époque, on avait eu l'inspection de l'infanterie, un vieux général, à l'époque il n'était pas si vieux que ça, le général Henry, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs, au moment de ses obsèques, j'ai évoqué il était venu en inspection au régiment, et c'est vrai, il nous avait dit en conclusion, il nous avait vu au mois de février, là en Corse, à Calvi, dans sa région autour, il a vu qu'on s'entraînait, et c'est vrai qu'on était super entraînés, en forme physique exceptionnelle, mais en même temps, sur le plan tactique, sur le plan du tir, etc. Il nous avait dit. Alors nous, on voyait nos camarades des autres régiments parachutistes aller au Liban, et on disait, les bérets bleus et le Liban, c'est pas fait pour la Légion, donc vous n'y allez pas. Et nous, on voyait ça, on continue à s'entraîner. Il dit, mais vous êtes au régiment des tempêtes, je me rappelle très bien son expression, votre heure viendra, etc. Alors nous, trop disciplinés pour le mettre en doute et trop expérimentés pour le croire, on n'avait rien dit, mais on était là, et puis 3 mois plus tard, nous intervenions à Colbéziers. Alors, c'est lui qui m'a. Alors, souvent, j'en ai parlé, il m'a dit oui, effectivement, et quand j'ai vu le SEMA, je lui ai dit écoute, si un jour tu as un coup dur, tu as quand même un régiment qui est remarquablement entraîné à Calvi, et n'hésite pas à faire appel à lui. Alors, toi, ça a peut-être aidé. Voilà, l'important, c'est que ce soit un régiment français en tant que tel. Vraiment, c'est le régiment constitué, qui est l'ensemble du régiment qui est parti d'un bloc et qui est intervenu. Alors ça, c'est le premier pari, le pari politique. Après, le deuxième pari, c'est le pari stratégique, parce que le Shabbat, si vous avez une carte de l'Afrique, alors souvent, on voit la carte de l'Afrique, on dit oui, donc c'est là, mais si vous plaquez la carte de l'Afrique sur la carte de l'Europe, vous vous rendez mieux compte des distances. C'est-à-dire qu'il a d'abord fallu rejoindre Kinshasa, c'est-à-dire à 7-8 000 km de la métropole, donc de la Corse, puisque nous, le régiment était stationné en Corse, et de là, il y avait encore 1500 km entre Kinshasa et le Shabbat. Voilà. Donc c'est un pari stratégique, parce que d'abord, les avions, c'est des avions civils qui nous ont projetés pour la projection stratégique, les avions du TA, et après, les avions tactiques qui nous ont largués, c'est des avions soit zaïrois, soit américains, il y avait un seul avion français, un Transal.
et donc ils nous ont largués en deux vagues. Donc tout ça pour dire que on était, suivant un peu l'expression de Clausewitz, au point limite de l'offensive. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à Kinshasa parce que, et puis après, avec l'avion tactique, il y avait juste de quoi faire l'aller-retour. Et on serait tombé, l'affaire serait mal passée, on n'aurait pas pu avoir de soutien avant 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours. Or, les délais d'intervention étaient forcément extrêmement brefs pour arriver avant. Donc voilà. Donc c'est le pari stratégique, c'est quand même voir que les moyens militaires étaient comptés parce qu'on était très loin et puis on avait des moyens qui étaient limités. Oui, c'est-à-dire un régiment, ça faisait 800 hommes. Ça fait 1000 hommes et là il y en a à peu près 800. On était à peu près 800 à intervenir. 4 compagnies de combat. Voilà, 4 compagnies de combat et des éléments d'appui, une compagnie d'appui et puis un état-major tactique. Voilà. Est-ce que le secret a été gardé vis-à-vis de l'ennemi? Parce que quand même, on ne déplace pas... Oui, je crois, parce que, les moments... C'était comme une autre époque, c'était il y a 36 ans, il n'y avait pas Internet, et tout le monde n'avait pas des mobiles, etc. Donc alors c'est vrai que à Calvi, les gens savaient que le régiment était en alerte parce que ça se discute, parce que par les épouses, par les bistrots, par les commerçants, par la vie, donc tout le monde était en alerte. Les gens, l'alerte, on la prenait souvent. C'est pas dès qu'il y avait quelque chose, on montait en alerte. On a su que les Français étaient partis. Ça pas été, on n'a pas cherché à le camoufler à partir de nuit, etc. Donc ça a été annoncé, mais on ne nous a jamais dit, même nous, on doit donner la destination de l'intervention. On s'en doutait, parce qu'on écoutait RFI, et donc on s'en doutait, mais la destination n'a été connue que lorsque nous étions à Soenzara et qu'on a embarqué dans les civils. On s'en doutait bien, mais la destination était inconnue, et puis le jour et le lieu de l'intervention était également inconnu. Voilà. Et puis, l'annonce officielle a été faite lorsque la première vague a été larguée dans l'après-midi. Donc, voilà le scénario. Alors, est-ce que les Katangais étaient au courant de notre intervention? Je ne pense pas, parce que même nous, une fois qu'on est intervenu à Colvilly, on avait des petits postes radio qu'on avait amenés avec nous. Le seul moyen d'information, c'était quand même RFI, parce qu'il n'y avait pas cette couverture médiatique par qui est aujourd'hui par Twitter. Moi, j'ai vu la différence. J'étais intervenu en Côte d'Ivoire il y a à peu près une dizaine d'années. Les soldats, ils avaient leur portéphone portable, ils pouvaient appeler chez eux. Bien sûr. Je veux dire, donc il y a quand même le contexte un delta. Il ne faut pas juger avec ces jeux d'aujourd'hui, tout à fait différent. Là, c'était beaucoup donc là, c'était discret. le pari stratégique, c'est-à-dire qu'on envoyait notre largage, c'était un vol sans retour. C'est-à-dire que si ça se passait mal, on ne pouvait pas avoir de renfort avant, j'estime, 3-4 jours. À peu près. Ce qui peut être fort long quand même. Oui, quand vous êtes dans la panade, on trouve que le temps est long. 4 jours, c'est long. En même temps, vous bénéficiez de l'effet de surprise. Et on bénéficiait d'effets de surprise. Alors ça, c'était aussi le pari tactique à deux aspects. Un, d'abord le colonel Hérulin qui, pour bénéficier d'effets de surprise, nous largue directement sur la ville, presque pas sur le centre-ville, mais sur les zones de saut à quelques kilomètres du centre-ville, tout de suite pour coiffer le centre-ville, bloquer quelques points essentiels, tout de suite pour paralyser l'ennemi. Voilà. Et donc ça, je pense, ça a été quand même un des succès de l'opération. Il y aurait eu un autre mode tactique, ça aurait été de nous larguer sur l'aéroport, qui est à 4-5 km, faire une task force et puis rentrer dans la ville. Alors, ça aurait pu marcher. Le problème, c'est que les Katangais nous auraient vu venir et ils auraient certainement encore en profité pour assassiner d'autres expatriés. Donc là, tout de suite, de larguer sur la ville. Alors, il y a toujours le danger, on dit on peut se faire tirer en l'air, mais tirer un parachutiste en l'air, c'est quand même très difficile. On était largué à 200 mètres, donc la descente est assez rapide. La phase sensible, comme dans toute opération, et on l'a vu à l'occasion des 70e anniversaire d'Overlord, c'est que c'est la phase regroupement. C'est le rassemblement au sol. Dans une opération amphibie, c'est toujours la phase quand vous changez de milieu. Quand vous êtes une opération aéroportée, la phase délicate, c'est quand vous êtes passé de l'air au sol, il faut se regrouper. Et l'opération amphibie, c'est que vous passez de la mer à la terre, et à un moment où on est vraiment très vulnérable. C'est pour ça que dès qu'il y a un ennemi un peu consistant, on l'a vu à Omaha Beach, eh bien, ça devient rapidement une hécatombe. Et pour vous, alors comment ça s'est passé très personnellement? Vous étiez lieutenant à l'époque? Moi j'étais lieutenant, chef de section, j'ai fait Saint-Cyr de 72 à 74, l'école d'application, donc l'infanterie 74-75, et là j'ai choisi la Légion étrangère. Je passe une année au groupement d'instruction à la Légion étrangère qui était à Corté, au centre de la Corse, et puis je suis affecté au 2e REP en 77.
En 76, pardon, 76. Donc 76, donc j'avais 2 ans de présence à peu près au régiment, comme nous sommes intervenus. Donc un chef de section, responsable de 40 Donc vous sautez, légionnaires. vous, avec vos hommes. Voilà. Moi j'étais c'est de la petite histoire, mais ça montre bien. On était en train avec la section de faire une course d'orientation, ça s'appelle le désert des Acriates au nord, et puis il y a une jeep est venue nous prévenir en disant il y a alerte, il faut revenir au régiment. Donc pour vous montrer qu'il n'y a même pas de moyens radio, parce que les aires d'Agriate, c'était quand même un peu perdu, etc. Donc le temps de regrouper tout le monde, on n'a pas eu le temps de ramasser les balises, on les a retrouvées 2 mois plus tard, mais peu importe. Et on a regroupé tout le monde et puis on est parti. Enfin, on est arrivé au régiment, etc., s'équiper, tout ça, avec tout le processus, on avait l'habitude. Départ rapide. Voilà, et puis le soir... donc le monde avait sens, le soir tout le monde, on est rentré chez nous et on s'est couché, et puis au milieu de la nuit on a été rappelé et là on est parti en véhicule. Avec les véhicules c'était des jeeps et des GMC, des GMC comme ceux qui ont fait le débarquement en 44, pas des mêmes. Ces GMC d'ailleurs qu'on a laissés sur place au Zaïre parce qu'après ils ont été transportés par les Américains et on a perçu d'autres GMC au retour. Pour vous montrer que l'armée à l'époque, on en parlera peut-être après, l'évolution de la défense, on n'a quand même pas beaucoup de moyens non plus. C'est vrai, oui. C'est un autre sujet. Alors, vous sautez, et qu'est-ce que vous trouvez au sol, personnellement? Nous, parce que l'avion avait c'était un autre avion qui avait dû transiter à Dakar, donc on arrivait après les autres, donc on a fait partie de la 2e vague, la 4e compagnie et la CEA. Donc la première vague a sauté dans l'après-midi, la 2e vague on s'est équipé, on a survolé les zones de saut à la tombée de la nuit, et là aussi une décision très judicieuse du colonel Rulin, sachant que la phase de regroupement était quelque chose de délicat et que la saisie des premiers points clés avait été une réussite. Donc il s'est dit non, on ne largue pas, vous larguerez demain matin au lever du jour, parce qu'il avait peur qu'on perde des gens et que les gens ils se fassent tuer, etc. Donc la soirée de saut, on était reposé à côté à moins d'1 heure de vol à Camina. On a passé la nuit et nous, on a été largués au lever du jour le lendemain matin. Dans un quartier sur la même zone de saut. Zone de saut. Alors, les 3 premières compagnies continuaient à élargir leur zone sous contrôle. Et nous, on a été envoyés assez rapidement. D'abord, on a eu 2 missions. D'abord, je raconte souvent ça parce qu'à un moment, on me dit, tiens, la couleur de ma compagnie, c'était gris. La 4e compagnie a une couleur, vert la première compagnie, rouge la 2e compagnie. C'était gris, donc j'étais gris 2, à la section de tireurs d'élite. On me dit gris 2, sur ordre de Soleil, c'est le nom code du chef de corps. Et il faudrait trouver, là où vous êtes, il paraît qu'il y a un charnier. Bon, moi, un charnier, j'en ai rien à faire. Mais il fallait. C'était trop tard pour cela. J'étais avec mes légionnaires, je dis allez, on va aller au combat, on va aller à Riflette, on était trop ardents, etc. Bon, je fais un petit tour, puis au bout de 10 minutes, je dis je n'ai pas trouvé de charnier, mais je suis prêt à reprendre ma mission. Et puis là, le capitaine me dit écoutez, vous reprendrez votre mission que lorsque vous aurez trouvé le charnier. Et vous l'avez trouvé? Et bien sûr, j'ai cherché, etc., j'ai demandé à des gens, et puis j'ai trouvé le charnier. Et donc là, à ce moment-là, j'ai vu arriver des journalistes et puis l'officier de presse du régiment, et c'est. Bon, bien sûr, dans une pièce, il y avait des corps entremêlés, etc. Et c'est ce qui a fait la couverture de Paris Match la semaine suivante. Vous voyez, une mission qui, au niveau du lieutenant, on ne voit pas plus loin que le bout de ses rangers. C'est bien, c'est pas ce qu'on lui demande, mais etc. Mais peut avoir une importance stratégique, voire politique. Et on vous a tiré dessus quand même au-delà du charnier? Non, là, c'était déjà une zone à peu près sous contrôle, mais on n'avait pas le temps de. Bon, on entendait des balles siffler en haut, mais c'était rien du tout. Il y a quand même 5 légionnaires qui se sont fait tuer. Oui, ce qui est un regroupement. Et puis moi, mon adjoint s'est fait tuer, parce que dans l'après-midi, on a été sur une cité qui s'appelait Métal Chabat, où on commençait à élargir notre zone d'action. Et donc, le problème que nous avions, c'était qu'on avait sauté uniquement avec notre sac à dos, et donc on avait abandonné les parachutes sur place, et donc nous portions notre nourriture, notre armement, nos munitions, etc. Mais en même temps, on récupérait beaucoup d'armes. Or, ces armes, quand vous récupérez une arme, vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Ce n'est pas le but de faire un bilan, c'est pour éviter que d'autres puissent s'en servir. Donc, on était écrasé par le poids. Parce que déjà, quand vous devez partir 2000 cartouches, un poids d'eau, d'alimentation,
le minimum vital, un duvet, quoi, ce qu'il faut, quelques pansements, etc. Plus l'armement que vous avez récupéré, on était tous écrasés. Et pas moyen de laisser un stock sécurisé. Sécurisé, il faut laisser des hommes, il faut laisser des hommes, c'est pas bon, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on avait récupéré des véhicules, des véhicules abandonnés, etc. Et on mettait, et puis quelqu'un conduisait les véhicules avec en sécurité, etc. Et donc mon adjoint qui récupérait les véhicules s'est avancé trop de façon aventureuse, il n'était pas à l'écoute radio, et puis il s'est fait tirer dessus. On l'a récupéré après son corps 1 heure plus tard, mais il a été tué par ça parce qu'il a été un peu trop loin. Donc ça pour dire que 5 tués et puis une vingtaine de blessés, au vu des risques pris, c'est bien sûr c'est toujours 5 tués, 5 de trop, bien sûr. C'est pas énorme au vu des risques pris et de l'aura qu'a eu cette opération sur la scène internationale. Le coût est faible par rapport à l'enjeu et à la réussite finale. Et au risque. Et les otages Alors les otages, nous, dès que le colonel Rina a créé ces strong points, ces points stables, ils sont venus d'emblée sur nous. À la limite, ils nous empêchaient presque de manœuvrer, mais c'était le but, tout de suite, de coiffer. Et puis, les Katangais, eux, pour quelque chose, après, c'est partir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu certains coopérants français qui ont disparu parce qu'ils ont été emmenés, tués et enterrés. Il y a une partie d'ombre qui n'a jamais été vraiment soulevée, mais la majorité des otages, dès lors qu'on est intervenu, les massacres ont arrêté. Bien, merci, mon général, pour cette évocation de l'opération de Kolwezi, vieille aujourd'hui de 36 ans, mais qui demeure un modèle et un exemple d'opération extérieure parfaitement réussie. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.